Je suis très heureux d'introduire l'historien Christian Ingrao, qui est directeur de recherche au CNRS, au sein du CESPRA, le Centre des savoirs sur le politique, recherche et analyse, ces deux termes ayant remplacé il y a quelques années le nom de Raymond Aron. Il a dirigé l'Institut d'histoire du temps présent. Il est un des meilleurs spécialistes internationaux des violences de guerre et des meurtres de masse. Et son livre important, Les chasseurs noirs, la brigade d'Irlewanger, sur le titre actuel, sur ceux qu'on a appelés les SS braconniers de Hitler, qui sont des repris de justice, des petits délinquants, des soldats indisciplinés, qui ont été envoyés sur le front Est pour combattre les partisans et qui se sont illustrés par la terreur qu'ils ont fait régner et les atrocités qu'ils ont perpétrées, tuant 60 000 hommes, dont au moins la moitié en Biélorussie. Et ce livre fait écho à un autre ouvrage important, Ordinary Men, de Christopher Browning, sur le 101e bataillon de police de réserve allemande qui a été responsable du massacre ou de la déportation de 83 000 Juifs en Pologne. Et ces deux livres, je crois, ont ouvert une autre compréhension du projet nazi qui allait au-delà des camps de concentration et d'extermination. Il est également l'auteur de Croire et détruire, les intellectuels dans la machine de guerre SS. Et au cours de la période récente, il a écrit plusieurs ouvrages avec Johann Chapoutot, notamment sur le monde nazi et sur Hitler. Et sa conférence cet après-midi a pour titre « Pour en finir avec la motivation, entre guillemets, intention, stratégie, situation et expérience des acteurs de la violence nazie ». Merci, vous m'entendez bien ? Merci, professeur Fassin, de cette introduction. Je voudrais commencer cette intervention avec deux ou trois petits points de prévention. Le premier, c'est que j'ai le plus grand mal à utiliser le terme de génocide en tant que nom commun, parce que justement, comme l'a montré le professeur Métraud, c'est un terme dont la logique juridique et la logique normative me gênent quand j'ai besoin de penser mes objets. Et donc, je préfère l'éviter. Cela dit, je vous dirai aussi la même chose de Shoah, la même chose de l'Holocauste, etc. Et donc, l'objet sur lequel je travaille, j'ai quand même parfois pas mal de difficultés à le nommer. Il n'en reste pas moins que le terme de génocide, je l'utilise comme adjectif, par contre. Et en français, on a le choix entre... id et R, pour faire quand vous dites de quelqu'un qu'il commet un geste et de tuer son père, on dit un geste parricide et pas un geste parricidaire. En français, le seul terme qui prend AIRE à la fin, c'est suicidaire. Et donc, moi, je préfère mettre génocide, non pas du côté du suicide, mais du côté des autres homicides. Et donc, j'emploie le terme d'homicide comme un adjectif. Ça, c'était une première petite remarque. Deuxième remarque, les termes que j'ai placés dans ce titre de communication, intention, stratégie, situation, expérience, essayent à la fois de construire quelque chose qui irait plus loin et qui permettrait de cesser de parler en termes de motivation, qui est un concept que je trouve extrêmement vite. Je vais vous en reparler tout de suite. Et ça dessine deux approches, en fait, de ces questions de violence. Il y a une approche qui est une approche institutionnelle. On peut travailler sur le génocide des Juifs et sur ce qui s'est passé, notamment lors de l'invasion de l'URSS, en travaillant sur des institutions, la Gestapo, le SD, ces Einsatzgruppen, on en reparlera tout à l'heure, qui sont des commandos qui étaient censés assurer la sécurité, qui finissent par prendre en charge le génocide, et on peut passer par une approche sociale, voire de groupes ou d'individus, et ce sont deux approches qui sont relativement différentes. Mais ces deux approches ont coïncidé, voisiné dans l'histoire du nazisme, avec d'un côté une histoire désormais bien maîtrisée des institutions et des chronologies de décision, avec des travaux comme ceux de Christian Gerlach ou de Dieter Paul ou de Florent Braillard. Et puis, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va se focaliser plutôt sur la question des pratiques sociales. On va le faire en repartant
ce livre qu'évoquait le professeur Fassin tout à l'heure, c'est-à-dire de Ordinary Men, les hommes ordinaires de Christopher Browning, ou plutôt d'une controverse qui a éclaté autour de ce livre, on va en parler tout à l'heure, et en gros, cette controverse, on va y revenir, elle se met en place sur un débat entre quelles sont les formes, quels sont les critères qui conditionnent le passage à l'acte des individus et des groupes sociaux, l'idée étant que ces critères sont soit des critères d'ordre idéologique, qu'on pourrait réduire à la question des intentions, ou qui ont trait à la question des situations. Et donc, on va travailler autour de ces trois concepts, motivation, idéologie, situation. Je vais d'abord, dans le temps qui me reste imparti, je vais d'abord revenir sur ces conflits d'interprétation dont j'étais en train de vous parler, avant de travailler sur, d'une part, les intentions, les stratégies, etc., et enfin travailler sur ce qui me semble être le plus important dans le travail historien, c'est-à-dire l'expérience du génocide. Mais d'abord, pour commencer, il nous faut, je crois, revenir à ce moment refondateur dans le débat autour des figures des auteurs nazis de génocide. Il y a eu des débats avant, mais c'est à partir de 1993, autour du livre de Daniel Goldhagen, que va rééclater une controverse autour de ces questions de motivation des tueurs, et dans le même temps que va apparaître un champ scientifique autonome qui va s'intéresser à cette question des différentiels de passage à l'acte. Le livre de Goldhagen est une thèse conçue en opposition donc au livre de Browning. Les deux se fondent sur les mêmes môles documentaires, sur le 101e bataillon dont nous parlions tout à l'heure, mais ils en tirent des conclusions très différentes. La thèse centrale de Christopher Browning, on le sait, avançait que les facteurs présidents au basculement des acteurs dans le meurtre étaient multiples, mais ressortait de mécanismes de psychologie collective tenant à l'obéissance aux ordres, au conformisme de groupe, bref, à des facteurs qui étaient plutôt des facteurs situationnels, en conférant aux dimensions idéologiques un rôle relativement minoré. Sorti en 1996, le propre livre de Goldhagen, Hitler's Willing Executioners, les bourreaux volontaires de Hitler en français, contredisait frontalement Browning, lui menant une véritable guérilla en note de bas de page. Aux yeux du sociologue de Harvard, le génocide répondait à une forme d'antisémitisme très particulière, dite éliminationniste, qui serait caractéristique de la culture allemande, témoignant là d'un culturalisme donc presque métahistorique, renversant qui plus est la charge de la preuve, en mettant quiconque au défi d'apporter les preuves infirmant sa propre thèse. La polémique enfla dans les années suivantes sur un registre scientifique dans lequel l'écrasante majorité des spécialistes s'accorda sur le fait que les rhétoriques de Goldhagen et son approche culturaliste hors sol et anhistorique ne soutenaient pas la comparaison avec la description empirique multifactorielle matinée de psychologie sociale de Christopher Browning. La conséquence principale de cette controverse, notamment en Allemagne, fut de projeter les facteurs de passage à l'acte et d'adhésion au projet génocide des Allemands ordinaires au centre de l'attention historienne. Passant outre le schématisme de Goldhagen, les historiennes et les historiens de la Shoah explorèrent méthodiquement les groupes d'acteurs sociaux ou institutionnels mettant en place des études soit d'histoire locale ou des enquêtes sur des événements précis. À partir des années 2000, se dessine donc un champ d'études que l'on peut observer du haut de quelques publications. Gerhard Paul, dans un collectif intitulé « Les auteurs de la Shoah », dit Täter der Shoah, inventorise ses approches par institution, par groupe ou par événement et aboutit à une typologie de ces acteurs de la Shoah. Il distingue des criminels idéologiques, les Weltanschauungstäter, des criminels à motivation utilitaire, utilitaristische motivierte Täter, qu'animent des conditions matérielles se superposant aux préjugés antisémites et aux contraintes de la situation en guerre, le criminel par excès, qui agit selon des, je cite, basses motivations sexuelles et matérielles, et enfin, le criminel de conformisme aux ordres, Befehlstäter, qui agit parce qu'on lui en donne l'ordre. Cette typologie, qui tente de régler la question des logiques de comportement en passant par la personnification, montre bien le caractère problématique de l'approche par les motivations, absolutisant les catégories, les incarnant comme si les êtres pouvaient être rangés dans des cases de logique comportementale exclusives les unes des autres.
C'est peut-être en partie à ce type de raisonnement que pensait réagir Nicolas Mariot lorsqu'il rédigea un article remarqué à l'époque, intitulé « Faut-il être motivé pour tuer ?», dans lequel il amalgamait l'approche de Daniel Goldhagen sur le génocide et les travaux d'histoire culturelle de la Première Guerre mondiale menés par Stéphane Audouin-Rousseau et Annette Becker. Sous sa plume, le concept de motivation se diluait dans un corpus de références artificielles dont la grande hétérogénéité s'étendait aux objets qu'il amalgamait, des pratiques de violence de guerre d'un côté et de l'implication dans un génocide de l'autre, et perdait effectivement toute pertinence. Le prix de cet amalgame était cependant lourd à payer, tenait en fait à l'indifférenciation dans l'étude des acteurs, des contextes, des mémoires, des imaginaires, des expériences, des modes de pensée, des savoirs et de tout protagonisme, et d'autre part au refus de la prise en compte de toute activité de pensée de la part des acteurs. Au milieu des années 2000, donc, le cadre initial d'analyse en termes de motivation, d'idéologie et de situation avait démontré ses limites. La motivation est un terme trop statique pour permettre de rendre compte des réalités changeantes des pratiques de violence. Idéologie est trop rigide pour embrasser les systèmes de représentation, les croyances, les imaginaires, les affects qu'ils génèrent. Et situation est une catégorie certes plus solide, en ce qu'elle permet de différencier les séquences et de les contextualiser, mais mobilisée en opposition dialectique avec idéologie ou avec culture pour préciser des motivations, elle perd de sa pertinence, car elle indifférencie des réalités dont la singularité ne peut être abrasée, au risque de comparer des coraux et des sous-marins, sous prétexte qu'ils sont tous les deux sous l'eau. Un pas de côté intervint à partir de 2005 avec les travaux d'Harald Welzer et de différents co-auteurs qui proposaient une interprétation fondée sur des outils de psychologie sociale et proposent d'analyser ce qu'il appelle des cadres référentiels, Referenzrahmen, communs à l'ensemble des acteurs ayant pris part aux pratiques de violence extrême. Il s'agit là d'une tentative de construction d'un concept contournant la question de la motivation en articulant histoire, culture, expérience et situation. Les cadres de référence désignent des systèmes de représentation assignés à des objets, des expériences, des événements. En France, c'est le sociologue Danny Trom qui, dans un compte-rendu datant de 2008, a sans doute le mieux compris et restitué l'usage de la notion de cadre référentiel par Welzer. Aux yeux du sociologue, la notion constitue un prisme commode permettant d'articuler ensemble ce qui avait été constitué par la controverse comme une paire antagoniste dialectique et devient un outil interprétatif par lequel les situations prennent sens pour ceux qui les traversent. Ce n'est sans doute pas un hasard si c'est un sociologue pragmatiste qui comprend le mieux la tentative interprétative d'Harald Welzer. Par-delà les clivages disciplinaires entre la psychologie sociale et ce type de sociologie, les deux auteurs partagent une attention particulière à l'articulation des facteurs régissant les comportements sans les discriminer entre l'idéologique et le situationnel. Mais là où Welzer tente à recourir à la psychologie sociale expérimentale pour mettre au jour l'effectivité de leurs mécanismes, les sociologiques pragmatistes, en travaillant sur les registres de justification des acteurs et sur leur réflexivité, articulent une approche externaliste, conférant à l'observateur une distance critique par rapport aux acteurs et à leur pratique de justification, et dans le même temps, une approche compréhensive qui permet d'étudier de l'intérieur même de ces argumentations leur cohérence interne. Ces sociologies de la réflexivité semblent plus susceptibles de faire une place à l'évolution et à la chronologie, au contexte, là où les psychologies sociales sont souvent conçues sans véritable historicité. Ce sont donc sur des outils apparentés à ces sociologies et à ces anthropologies culturelles que nous nous appuierons dans la suite de ces propos pour tenter de faire un tour d'horizon de ces approches en allant au-delà des motivations en prise dans des oppositions dialectiques désormais trop contrastées pour promettre une plus-value heuristique significative. Pour pouvoir travailler en des termes proches de ceux des sociologues pragmatistes, il nous faut discriminer entre des types d'argumentaires justifiant directement ou indirectement les politiques de destruction et particulièrement le génocide des Juifs par fusillade à l'Est. Les bornes de la séquence, d'ailleurs, devraient ici être assez soigneusement discutées. Si les massacres indifférenciés à visée exhaustive s'amorcent dès l'été 1941 et plus encore à l'automne, cela ne signifie nullement qu'un génocide des Juifs d'Europe était projeté par les dignitaires du Troisième Reich à ce moment-là, ni qu'apparaissaient là, tout armées, les raisons de la pulsion exterminatrice nazie. Il faut dès lors accepter de remonter dans le temps pour prendre en compte les mémoires, les acteurs, démêler les expos de la justification-légitimation et repartir des représentations générales constituant le cadre de l'invasion de l'URSS, quand bien même il n'est pas simple d'en évaluer la diffusion et l'appropriation. En second lieu, l'assassinat à visée exhaustive des Juifs d'Union soviétique émerge de l'évolution de la guerre à l'Est et une seconde couche argumentaire de cette justification émerge donc dans la documentation, rendant compte de l'évolution de cette guerre et notamment de sa dimension dite sécuritaire produite par ces Einsatzgruppen dont je vous parlais tout à l'heure. Enfin, c'est dans le concret de ces tueries, dans l'expérience matérielle de l'invasion, de la guerre et du massacre, ainsi que dans l'expérience de domination raciale
de l'occupation que s'élabore une troisième couche de justification, légitimation discursive. Commençons par la première, évidemment. C'est un truisme que de rappeler que le national-socialisme est un projet de refondation sociobiologique de la germanité. Pourtant, ce truisme s'est vu constamment caricaturé à la fois par les historiens et les historiennes cherchant à promouvoir les argumentaires situationnels et celles et ceux tentant de maintenir le rôle de ce qu'on appelle bien mal l'idéologique, réduisant la question à des obsessions, à des schémas artificiels et des conditions morales sur le fanatisme. Or, confiner l'idéologique à des élucubrations proférées dans Mein Kampf ou à de la propagande grossière superficiellement diffusée dans des brochures que les personnels lisaient vaguement, c'est commettre une lourde erreur. Dans les faits, si évidemment pratiquement aucun Allemand non militant n'aurait adhéré à une rhétorique assignant à l'Allemagne un empire à l'Est dans lequel pourrait enfin s'épanouir une population à l'étroit dans les frontières rognées en 1918, plus nombreux étaient déjà ceux sensibles aux souffrances des multiples diasporas allemandes d'Europe centrale et orientale, et plus nombreux encore ceux qui, après septembre 1939, se réjouirent des nouvelles possibilités et opportunités d'installation, de carrière et de croissance que l'acquisition de territoires à l'Est impliquait, et ce, même si la plupart des individus préféraient que ces opportunités soient proposées plutôt à leurs voisins qu'à eux-mêmes. Évidemment, les Allemands n'avaient pas non plus très envie de déménager des bords du Rhin. Au plan concret, l'espérance impériale générait pourtant une perspective. De facto, le nazisme se proposait comme une promesse, celle d'une nouvelle société, la Volksgemeinschaft, dotée d'une prospérité inédite, travailleuse, frugale, dans un espace figuré comme vierge, où se trouveraient des groupes de main-d'œuvre inférieurs et dociles à disposition, perspective qui sembla en instance de réalisation entre 1939 à peu près et 1942. Loin des grands mots des libelles et des pamphlets, l'idéologique s'était traduit par un contexte, une ambiance, un horizon d'attente, pour parler comme Reinhard Koselleck. S'il imprégna l'atmosphère des situations d'occupation, théâtre du massacre des populations juives, femmes et enfants compris, il ne constitua par contre jamais un argumentaire massif direct et n'assuma de dimension justification que très ponctuellement. Il contribua cependant à ce que l'Est constitue un espace de domination raciale si présente qu'elle en était tacite, et où régnait une impunité et un arbitraire fondamental. Au plan factuel, à partir de février 1940, par contre, la perspective impériale, la perspective de conquête et les difficultés croissantes de la mise en œuvre des politiques de germanisation sur les territoires polonais occupés jouèrent un rôle fondamental dans la mise en œuvre des objectifs économiques et logistiques de l'opération Barbarossa, contribuant à générer de nouveaux registres de légitimation homicide. Ces registres de justification homicide sont d'abord et avant tout stratégiques et pour certains anticipent l'invasion. Ils tiennent au choix opéré par les logisticiens de la Wehrmacht qui prévoient d'une part de ne pas ravitailler l'armée de l'Est envahissant l'Union soviétique et de l'autre de ne pas nourrir les futurs prisonniers de guerre. Nous le savons depuis les travaux de Goetzali et Christian Gerlach, ces deux décisions vouent à elles seules, de manière indirecte, à la mort des dizaines de millions d'individus sans distinction de sexe, d'âge. Et Dieter Pohl a bien noté qu'elle plaçait avant le moindre coup de feu les communautés juives soviétiques dans un danger mortel par le simple fait qu'elles étaient confinées à la périphérie ouest de l'Empire. En second lieu, les autorités mirent en place un cadre juridique d'impunité fondé sur une directive et un ordre, prévoyant notamment l'exécution automatique de catégories de population définies soit par leur appartenance raciale, juif, ou partisane, appartenance au Parti communiste, et l'exclusion, deuxième mesure, l'exclusion de la juridiction des tribunaux militaires de l'essentiel des actions du plan Barbarossa. Mais c'est dans le conflit lui-même qu'émergèrent certains des régimes de justification les plus prégnants dans le basculement massif des protagonistes dans la tuerie indifférenciée. L'une des sources assez souvent sous-utilisés pour l'illustrer sont les ensembles de rapports de synthèse des Einsatzgruppen, ces rapports qu'on appelle les Ereignismeldungen, qui sont des rapports dont les historiens se plaignent, ils se plaignent de leur manque de fiabilité dans la restitution des événements, mais au fond, il y a une autre manière de les interpréter, et cette manière de les interpréter, c'est de se dire que ces rapports sont émis parce que Louis Althusser appelait des appareils idéologiques d'État, et que émanent de ces rapports des argumentaires de justification. Dans ces rapports, les argumentaires de justification sont essentiellement sécuritaires. D'après les rapports, les commandos exécutent des gens, soit parce qu'ils compromettent à leurs yeux la sécurité des territoires conquis, soit à titre de représailles pour des exactions dont il nous faudra reparler tout à l'heure.
Il s'agit là d'un des régimes de justification qui fait passer les prodromes du génocide et l'ensemble des politiques de violence contre les populations pour une pratique de maintien de l'ordre, défensive et réparatrice. Mais cette source permet par ailleurs de suivre l'évolution de ces régimes de justification. Le 33e de ces rapports, quotidien de synthèse, daté du 25 juillet 1941, émet par exemple l'idée que la zone d'action des Einsatzgruppen, cette Europe médiane, qui va en gros de Saint-Pétersbourg à Odessa et jusqu'à la Pologne. Donc cette zone serait le berceau de ce qu'ils appellent la juiverie mondiale, berceau qui maintient, dit le rapport, la judaïté mondiale sous perfusion raciale. Le rapport parle de Blutzufuhr, c'est comme si c'était une perfusion. L'invasion de l'URSS, bataille décisive de la grande guerre raciale millénaire, est d'autant plus critique aux yeux de ces rédacteurs, des rédacteurs de ces rapports, parfaitement informés du plan famine, qu'ils savent qu'une perspective d'annihilation structure les horizons d'attente nazie. Ce qui est en instance d'immersion ici, c'est le fait qu'en portant un coup mortel et exhaustif aux communautés juives d'Europe de l'Est, c'est la judaïté mondiale qui serait mortellement atteinte. C'est en frappant à cet endroit-là, c'est l'ensemble des juifs du monde entier qui subiraient des conséquences létales. À cette date, la pratique des Einsatzgruppen est encore une pratique sécuritaire, mais se fait jour une mutation décisive, sensible, dans les régimes de justification. Le sécuritaire, tuer essentiellement des hommes en âge de porter les armes, pour maintenir ou rétablir l'ordre menacé et pour réprimer des crimes largement imaginaires, se teinte de plus en plus profondément d'un cadre de guerre raciale et totale, effaçant la discrimination entre combattants et civils, entre hommes, femmes et enfants, entre juifs et communistes. L'évolution des registres de justification rend progressivement possible l'agression des communautés juives pour elles-mêmes, comme un front parmi d'autres, plus critiques même que d'autres, d'ailleurs, dans cette guerre totale. Construction d'une impunité largement diffusée aux protagonistes de l'invasion, circulation d'un imaginaire de domination raciale, coloniale, impériale, élaboration progressive d'un horizon exterminateur local ont ainsi constitué les strates de régime de légitimation, justification des pratiques des acteurs des politiques de sécurité et de répression dépêchés dans le sillage des troupes d'invasion. Constitué en premier lieu et initialement de ces Einsatzgruppen de la Gestapo et du SD, mais aussi de ces bataillons de police étudiés par Browning, Goldhagen et Welzer, rejoint enfin par les troupes des commandements de l'arrière de la Wehrmacht lors de la constitution des dispositifs d'occupation à partir de la fin de l'été 1941, les forces prenant en charge ces politiques se retrouvent insérées dans des contextes locaux dont l'expérience et l'analyse interagissent avec ces registres de justification. Deux facteurs essentiels vont ici influer. D'une part, le fait que dans la périphérie occidentale récemment incorporée du RSS, incorporée à partir de septembre 1939, des éléments ethno-nationalistes intégraux ukrainiens et baltes mettent à profit l'effondrement des premiers jours de l'invasion pour fomenter des émeutes visant à prendre le pouvoir et des pogroms visant les communautés juives locales au prétexte que leurs membres auraient joué un rôle fondamental dans la violence stalinienne, le NKVD, venant de tuer dans les quelques jours précédant l'invasion plusieurs dizaines de milliers de militants nationalistes arrêtés dans les mois précédant l'invasion. Cet état de fait est fondamental parce qu'il constitue une instance de vérification nazie de l'image hallucinée d'un ennemi marqué au sceau de la cruauté et de la sauvagerie, et parce qu'il fait de l'expérience première traversée par les Einsatzgruppen une violence de l'autre. En d'autres termes, ce que je suis en train de vous dire, c'est que les membres des Einsatzgruppen n'ont pour la plupart jamais tué personne avant d'entrer en URSS. Et le premier spectacle de la violence qu'ils vont avoir n'est pas la leur, mais une violence qui est la violence de l'autre, la violence du NKVD, dont des acteurs locaux leur disent que c'est une violence juive. En second lieu, sur le long terme, le plus long terme du premier semestre de la guerre et au-delà, les situations économiques locales, la destruction du bâti et des appareils économiques, les situations sanitaires et alimentaires contribuent à la mutation des représentations des groupes et des individus qui composent les Einsatzgruppen, transformant le cadre un peu panique de l'invasion en un cadre d'occupation et d'effectuation de la domination raciale et impériale. Ce sont ces ensembles de niveaux de discours, de justification et ces représentations qui constituent le cadre dans lequel va s'inscrire l'expérience génocide. Ils interagissent et s'articulent de manière louvoyante et dynamique dans des variations et des nuances, tout en acceptant des constantes collectives, font de chaque expérience un cas singulier.
C'est cet état de fait qui incite à délaisser l'outillage interprétatif fondé sur le concept de motivation. Ce renoncement permet par ailleurs, d'une part, de réintroduire l'historicité et l'évolution des registres que perd de vue l'analyse en termes de cadre référentiel d'Harald Welzer, et permet enfin de rendre la démarche cohérente en prenant en compte la diversité des sources des documentations qui nous permettent d'y accéder. Pour finir cet exposé, nous allons tenter de restituer quelques caractéristiques cruciales de l'interaction entre expérience et registre de justification. Pour achever ce tour d'horizon, des facteurs présidents au passage à l'acte des personnels des unités, je vous propose d'isoler deux types de séquences. D'une part, celles qui revêtent un caractère inaugural, au sens où de l'inédit se déploie pour les tueurs, premier meurtre, première adjonction d'enfants, première grande tuerie par exemple, je ne vais pas toutes les traiter, hein, mais c'est pour vous donner d'exemples de situations inaugurales, puis des séquences de ce que l'on pourrait appeler un ordinaire du génocide. Différencier ces deux types de séquences permet de saisir des types très différents d'interaction entre expérience et registre de légitimation. Mais avant de pouvoir entrer dans cette dernière partie de la réflexion et d'observer cette intrication entre registre de justification ou rhétorique de légitimation et situation génocidaire, hein, pour reprendre ce mot sans la signification initiale, il nous faut poser les cadres de l'expérience et de la violence. Qui la traverse et quelle est son intensité? Alors, ce que je vais faire est un peu délicat, là, tout de suite. Hein. Il est délicat de tenter de quantifier le nombre des hommes et des femmes ayant traversé l'expérience de l'infliction de la violence contre les civils, génocide des Juifs et politique de lutte contre les partisans, essentiellement, dans le contexte de la conquête de l'Union soviétique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se concentrer sur les Einsatzgruppen, ces groupes-là, et sur leur expérience, ainsi que sur les génocides des Juifs par fusillade. Hein. Il existe un moyen assez artificiel, mais parlant, me semble-t-il, pour donner une dimension concrète à l'expérience de violence. Les 3000 hommes des Einsatzgruppen ont opéré pendant 180 jours en URSS de juin 1941 à décembre 1941, tuant près de 550 000 personnes. Si vous faites une règle de 3, vous apercevez, en défalquant les chiffres, on obtient un indice de confrontation journalière au meurtre. Et donc, on peut constater, quand on fait cette opération, un indice statistique de confrontation quotidienne qui permet de constater qu'être intégré à une Einsatzgruppe, c'est tuer une personne par jour pendant 6 mois. Alors évidemment, bien sûr, il s'agit là d'un artefact, hein, sans lien réel avec le réel de la tuerie. Hein. D'une part, les groupes sont appuyés par des auxiliaires locaux qui prennent en charge une partie considérable de la tuerie, faisant baisser la confrontation effective à la violence infligée. Et en second lieu, l'idée d'une répartition homogène de l'exercice de la violence au sein des unités est une illusion. Néanmoins, cet artefact, me semble, permet de concrétiser un petit peu le caractère absolument dantesque, hein, de ce qui s'opéra alors. Alors, il faut avoir, je pense, en tête cette spécificité-là, avant de nous pencher, pour finir cet exposé, sur les séquences de violence et sur l'interaction entre pratique et registre de légitimation-justification. Et les premières séquences qu'il nous faut étudier sont celles marquées par un caractère inédit, inaugural, initiatique. L'idée de s'intéresser à ces premières fois du meurtre de masse n'est pas nouvelle, c'est très précisément ce qui a conduit Christopher Browning à se pencher sur le cas du 101e bataillon à Josephouf. L'intérêt scientifique, à les étudier en série, réside dans le fait que ce caractère inédit révèle nombre de caractéristiques largement invisibles si on les perçoit dans la longue litanie de massacres indifférenciés. Les premières tueries des Einsatzgruppen, intervenant fin juin, début juillet 1941, sont, on l'a dit, marquées par la découverte de ces violences commises par le NKVD, exécutant une vingtaine de milliers de nationalistes ukrainiens et baltes, et par les pogroms organisés sous ce prétexte par les mouvements nationalistes intégraux locaux. Ce spectacle de la violence de l'autre génère un consentement massif des tireurs au fait de tuer des hommes juifs. Mais même ainsi, ces premières fusillades sont marquées par des manifestations de désarroi hiérarchique, analogue aux troubles exprimés par le commandant Trapp dans le livre de Christopher Browning. Trapp annonce à ces hommes les larmes aux yeux qu'ils vont devoir tuer. Et dans les Einsatzgruppen, on voit le chef du commando 7B, Walter Blume, disparaître lors de la première tuerie, laissant ces hommes seuls face au meurtre, vomissant dans les buissons près du site du premier massacre. On voit aussi Eric Erlinger, chef du commando 1B, se montrer très agressif avec ces hommes, les houspillant, quasiment leur tapant dessus pour qu'ils tuent le plus rapidement possible. Dans un autre ordre d'idées, la dimension inaugurale, expérimentale de l'immense massacre déjà mentionné par Mark Levin tout à l'heure de Kamenets-Podolsk mérite que l'on s'y attarde.
Le contexte de cette séquence est chaotique. Les gendarmes hongrois, ayant profité du chaos de l'invasion pour déporter des centaines de milliers de juifs polonais, russes et hongrois mal documentés, mal pasportisés, portant leur nombre à 23 600 juifs présents dans cette ville d'Ukraine subcarpatique occidentale. Le chef suprême de la police et des SS pour la Russie Sud, Friedrich Jekyll, lui aussi déjà mentionné par Marc, programme leur exécution les 29, 30, 31 août 1941. Il s'agit là d'une pratique absolument inouïe. L'ensemble des protagonistes en est parfaitement conscient. Tuer en une seule fois autant de victimes est quasiment une expérience. Et les registres de légitimation hiérarchique se font ici très spécifiques. Jekyll arrive au premier matin par avion et surveille avant d'atterrir. Il fait des cercles avec son avion. Il se tient ensuite, après l'atterrissage, près des fosses pendant toute la première matinée, adressant un discours aux hommes en leur désignant un groupe de 10 victimes, identifiés comme des stéréotypes physiques de la judaïté et présentant un de ces 10 hommes, comme Béla Kun, vous savez, le grand révolutionnaire hongrois, bolchevique hongrois, le rendant responsable ce dernier de la révolution de 1919, des malheurs de la Hongrie, et présentant le massacre en cours comme une réparation de cette destinée funeste et comme une action défensive, conjurant l'action délétère de l'ennemi politico-racial judéo-bolchevique. Le soir, les tueurs volontaires du commando sont au centre d'un grand banquet d'hommage et certains témoins se remémorent devant les enquêteurs de l'odeur écœurante des corps massacrés émanant de ces tueurs festoyants. La pratique justificatrice de Jekyll révèle ici une culture narrative génocide, inscrivant les événements dans un récit de lutte raciale, si ce n'est éternel, du moins, offrant un narratif de la Première Guerre mondiale et de ses suites. La justification ici se décline en discours et en rituel et en témoigne ce banquet qui confine à des soirées de camaraderie que les hiérarchies conseillaient dès le début du mois de juillet de 1941 pour soigner la cohésion des groupes et apaiser les tensions morales générées par la violence. Les pratiques décrites ici sont marquées au sceau de l'extraordinaire et de la singularité, mais elles ont l'avantage de nous montrer la plus-value de l'abandon de la réflexion en termes de motivation. Les registres de justification nous dévoilent des mécanismes à la fois plus larges, plus précis et moins contrastés. Expérience sidérante du spectacle de la violence, rhétorique défensive, rituel d'hommage aux tueurs, dessinent des pratiques de légitimation qui ne se laissent saisir ni par l'idéologique, ni par la motivation. Mais les paroxysmes de la tuerie et les moments inauguraux sont l'exception et non la règle. Il nous faut composer avec une sorte d'ordinaire du génocide par fusillade, définissant les situations majoritaires. Dans l'ensemble des sources judiciaires utilisées par les spécialistes de cette recherche sur les acteurs, on retrouve cet ordinaire des exécutions. Les sélections de sites, les procédures de partage des tâches, les tirs, les dynamiques entre les tueurs, les discussions, les pauses, l'horreur des scènes marquant particulièrement tel ou tel tireur, suscitant sidération et trauma, les mécanismes d'accoutumance et d'endurcissement, les usages spécifiques de l'alcool, dessinent une longue litanie de laquelle émanent notamment les mécanismes de conformisme de groupe décrits par Christopher Browning. Le souci des hiérarchies, de répartir le plus également possible la charge des exécutions pour rendre supportable ce que les rapports des Einsatzgruppen désignaient comme des tensions psychiques. L'obligation énoncée dans tous les commandos de participer au moins une fois à une exécution constitue des lieux communs des dépositions des tueurs. Mais ce qui émane par ailleurs de cette déposition, par-delà les stratégies de disculpation, les mensonges et l'adaptation à ces cadres de référence qu'évoquait Welzer, est un consensus tacite que l'on peut analyser en usant du concept d'économie morale développé par Edward Thompson et retravaillé par vous. Dans un tout autre contexte épistémologique, Thompson a en effet montré que des actions collectives émanent en creux un univers moral qui dit le bien et le mal, ce qui se fait et ne se fait pas. En l'occurrence, pour les tireurs des groupes, tuer se fait, y prendre du plaisir ne se fait pas. Tuer se fait parce qu'il faut le faire. Faire tuer plus vite et plus pour être bien vu ne se fait pas. Et effectivement, dans ces témoignages, quand on les met en série, les figures des tireurs endurcis, cruels, brutalisés, ou les officiers durs ou perçus comme particulièrement ambitieux et inhumains, je cite des sources ici, constituent des figures entourées d'une réprobation généralisée car elles transgressent une règle non formulée désignant la pratique meurtrière comme un travail inéluctable mais pénible, dont la nécessité historique n'est pratiquement jamais discutée et que l'on doit mener à bien sans plaisir et sans cruauté, en partageant sa charge.
C'est de l'économie morale génocide qu'émane le consentement massif à la fusillade. Elle ne remet jamais en cause collectivement la nécessité du génocide comme guerre défensive. La plus grande partie des encadrants des unités la mobilisent, comme le commandant Trapp au matin de Josephoff, en évoquant de manière ordinaire les bombardements aériens en Allemagne pour justifier les fusillades, opérant un parallèle entre fusillades de civils juifs et bombardements urbains, comme si les enfants juifs d'Ukraine ou du gouvernement général avaient le moindre lien avec les Lancaster du Bomber Command, mobilisant en cela l'implicite du racial pour justifier en fin de compte le massacre de masse. L'ordinaire de la justification décide un génocide fait d'une expérience collective du meurtre, marqué au sceau d'une rhétorique défensive au moins implicitement raciale, de processus d'accoutumance jamais totalement achevé et toujours remis en question par des effractions traumatiques sidérantes qui génèrent dépression, alcoolisme, reconstruction perverse, difficile à tracer mais perceptible dans les sources, expériences et processus qui restent largement en dehors des portées des réflexions menées uniquement en termes d'idéologie et de motivation. Je vous remercie de votre attention.